Nous avons donc le plaisir de recevoir Bruno Cellier. Bruno Cellier, vous êtes scénariste, metteur en scène, scénographe, et également directeur artistique. Vous avez toutes ces casquettes et vous êtes à l'origine du spectacle de la Nuit aux Invalides, qui existe depuis 2012. Comment vous est venue l'intuition de ce spectacle? Comment est-ce que vous l'avez réalisé? Alors, je ferai la version courte, parce qu'il faut savoir que les Invalides et moi, c'est une longue histoire, puisque, ayant habité avenue de Saxe dans mon enfance, le premier spectacle auquel j'ai assisté, c'était un spectacle dans la cour d'honneur des Invalides, un son-lumière qui a duré d'ailleurs pendant quasiment 25 ans. Je me souviens plus du son que de la lumière, mais ça m'avait profondément marqué. Et ayant été toujours passionné d'histoire depuis ma plus tendre enfance, et donc marqué par ce spectacle-là, je m'étais juré, en quelque sorte, de créer un spectacle des Invalides. Il m'a fallu 20 ans, et c'est la quatrième proposition pour trouver le bon format, le bon concept, qui est donc la Nuit aux Invalides. Mais j'avais déjà fait une tentative en 96, 2000, 2003, 2004, et avant, voilà, que 2012 apporte enfin réalise le rêve. Et la Nuit aux Invalides, du coup, quelle est l'histoire de ce spectacle, de cette grande scénographie? L'idée, je reprends un peu souvent cette image, c'est de la même façon que la pierre chauffée par le soleil restitue le soir venu la chaleur emmagasinée. La pierre de la cour d'honneur, la pierre du monument, eh bien pour ceux qui sont attentifs, elle peut restituer l'histoire emmagasinée, l'histoire dont ces pierres ont été les témoins. Et donc l'image permet en quelque sorte de faire venir à la surface ce que la pierre contient. Un peu donc un angle un petit peu fantasmagorique. Et donc oui, il s'avère que l'hôtel des Invalides, c'est l'un des monuments pour moi quand même les plus emblématiques de l'histoire de France, pour un tas de raisons. Alors d'abord, bien sûr, parce qu'il a été fondé par un roi. Ensuite, Napoléon l'a transformé en nécropole. Il a mis des grands soldats. Et ensuite, la République a mis la touche finale avec le musée de l'armée, cette volonté de transmettre aux jeunes générations l'honneur des armes de France et l'histoire de l'histoire militaire de la France. Donc nécropole, c'est noble en soi. Hospice pour les, pour les soldats blessés, là c'est l'intuition de Louis XIV, c'est éminemment recommandable. Et la dimension pédagogique extraordinaire. Donc ces trois dimensions font du monument qui a traversé tous les régimes, un monument d'unité extraordinaire pour la France d'aujourd'hui. Ça c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est son emplacement. Parce que figurez-vous qu'à quelques mètres, il n'y a pas d'absolue certitude, mais sauf qu'on sait que la bataille a eu là, entre les troupes de César et son lieutenant Labienus et Camulogène, le chef gaulois, pour la prise de Lutèce. La bataille s'est déroulée sur la plaine de Grenelle, donc à peu près sur la zone où se déroulent les Invalides. Donc le berceau de l'histoire de France aussi. Cette bataille qui a fait que la capitale allait tomber dans les mains de Rome, c'est là. Enfin, vous voyez, bon, c'est quand même... Donc c'est très riche en symboles. Les racines du monument historique sont très profondes. Voilà, toutes ces raisons ont poussé la volonté de faire la Nuit aux Invalides. Et vous utilisez des techniques de mapping vidéo. Oui. Depuis 2012, c'est des techniques qui évoluent énormément. Comment est-ce que vous avez fait évoluer ces techniques et quelles sont les nouveautés aujourd'hui? Alors, c'est vrai que comme j'ai commencé ce métier un peu il y a 25 ans, j'ai vu il y a eu une évolution, plus qu'une évolution, plusieurs révolutions techniques. Et entre la projection d'images de 2019 et la projection d'images de 2012, ça a fortement évolué. Alors d'abord, il y a un fait important, c'est que la cour a été entièrement restaurée. C'est-à-dire que la pierre d'aujourd'hui, en 2012, la cour était quasiment toute noire, et donc altérait, c'est vrai, la luminosité de l'image. Là, cette année, la rénovation est quasiment aboutie, et donc la pierre a retrouvé sa couleur originelle, comme au temps de Louis XIV. Et donc elle a cette couleur chaude, sable, qui la rend si belle, et qui fait qu'elle restitue très bien l'image. Et après, nous sommes maintenant sur des projecteurs 4K laser, qui donne une bien meilleure définition, une plus grande luminosité. Et il faut 2 fois moins de vidéoprojecteurs qu'en 2012 pour assurer le même spectacle, avec en plus une plus grande luminosité. Donc là, hier on avait je finissais l'encodage avec les techniciens, et alors là, c'est vrai que le spectacle ressort d'une façon incroyable, voilà, par rapport à 2012. Et vous l'avez dit, ça fait 25 ans que vous faites ce métier. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce métier? En fait, j'ai jamais voulu faire ce métier au départ. C'était un rêve. Enfin, comment dire, je voulais créer des spectacles. J'aimais beaucoup créer des spectacles enfants. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'ai créé mon premier spectacle sans lumière, un peu à la grande mode des sans lumière en France, c'est-à-dire basé sur le bénévolat, avec 250 bénévoles. J'en ai monté un, puis un deuxième spectacle, puis 3, 4. Mais pour moi, ça ne pouvait pas être un métier et puis assez rémunérateur pour ma famille. Donc à côté, j'ai fait d'autres métiers, mais en continuant à créer des spectacles par passion.
Et puis au bout de plusieurs dizaines, j'ai fini par m'interroger, est-ce que c'est pas là maintenant quand même que je suis attendu, que je dois poursuivre, et d'où après donc la création d'Amaclio avec mes associés, pour vraiment et moi me dédier totalement et pleinement au métier de scénariste metteur en scène. Voilà, et donc ça s'est imposé comme ça, à force. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, écoute, on a quasiment 40 spectacles, peut-être fait pour ça quand même maintenant. Et donc j'ai accepté. J'ai fini par accepter, oui, ce talent, cette possibilité de vivre de ce talent. Aujourd'hui, vous avez donc mis en lumière les plus grands monuments de France, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, les Invalides et beaucoup d'autres monuments, Carcassonne, le Mont-Saint-Michel. Vous aviez aussi fait du théâtre. Oui. Est-ce que vous arrivez encore à garder ce goût pour le théâtre ? Alors, je suis très heureux que vous me posiez cette question. Je prends souvent cette image, je me compare un peu souvent à une imprimante couleur. Une imprimante couleur, si vous tirez toujours sur la même couleur, à l'arrivée, il n'y aura plus aucune impression correcte et belle. Je tiens toujours à me présenter comme un scénariste metteur en scène, parce que le vidéomapping n'est qu'un moyen de raconter une histoire. Et donc, dans les bientôt 60 spectacles que j'ai créés, le spectacle vivant occupe une grande part. Et j'ai d'ailleurs commencé par le spectacle vivant, ce qui permet d'ailleurs d'aborder différemment les spectacles technologiques. L'approche théâtrale, c'est vrai que je considère un peu souvent le monument avec une certaine vision, un certain anthropomorphisme en quelque sorte. Mais oui, non, ça aide, parce que pour le mettre en scène, un spectacle de vidéomapping, je mets en scène le monument. Et pour moi, l'acteur principal, c'est bien le monument. Mais je suis très attaché au spectacle vivant, qui pour moi, l'art suprême du spectacle, c'est le théâtre. Et alors, j'ai 2 pièces de théâtre qui m'attendent, que je n'ai pas finalisées, mais que j'espère bien mettre en scène et finir là, dans les 2 ans qui viennent. Parce que c'est nécessaire même à mon équilibre créatif. C'est-à-dire que le vidéo, tout ça, c'est très bien. Mais j'aime bien aussi le format un peu plus long, le format long d'une pièce. Et puis l'extraordinaire puissance du théâtre. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire toucher du théâtre à des jeunes qui n'avaient jamais assisté à des pièces de théâtre historiques ou je ne sais quoi, et qui découvrent avec stupéfaction que le théâtre est pour eux aussi. Et donc il me tarde de revenir un peu au spectacle vivant sous sa forme théâtrale. Oui. Lors de Dame de Cœur, vous avez donc mis en lumière Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, après le terrible incendie qui a ravagé le monument, est-ce que vous espérez pouvoir encore continuer Dame de Cœur, étant donné que la façade est encore sauve ? Alors, oui, bien sûr. J'espère, parce que c'est vrai que ce spectacle le terme a très bien marché et a beaucoup ému, a ému nombre de Parisiens et de visiteurs. Ce que j'espère surtout, c'est que Notre-Dame va retrouver sa dimension originelle et un peu intemporelle, telle que Viollet-le-Duc l'avait restaurée. Et qu'elle retrouve sa mission première, parce que c'est bien une cathédrale, et c'est d'abord une cathédrale, n'en déplaise à certains édiles. Et donc d'abord, j'aspire à ça, qu'elle retrouve sa vocation première. Mais bien sûr, ce sera avec une immense joie, un immense honneur que de pouvoir donner une nouvelle version de Dame de Cœur, parce que ça n'a échappé à personne que la dimension de l'incendie, l'incendie a une dimension pas seulement matérielle, et nombre de commentateurs, bien sûr, l'ont placé à sa juste mesure, qui est aussi éminemment symbolique et spirituelle. Donc forcément, si une nouvelle Dame de Cœur devait voir le jour, ce serait très vraisemblablement une nouvelle version, empruntant certaines scènes déjà, ne serait-ce que pour faire le lien, mais je pense qu'il y aurait des choses à dire nouvelles, oui. Et que voulez-vous transmettre par tous vos spectacles ? En fait, je pense pas tellement à ça, parce que quand vous voulez... c'est en vieillissant aussi. Au début, quand on commence, sur certains spectacles, je voulais trop m'attacher justement à cette dimension. Dire, j'ai pas dit ça, il faut que je dise ça. Non, maintenant, avec l'âge, la maturité et puis l'expérience, les choses sont avec plus de nuances. L'idée vraiment, c'est d'ouvrir une fenêtre. C'est-à-dire que c'est vrai que l'avantage des spectacles, notamment lorsqu'ils mettent en branle des technologies très novatrices et très impressionnantes, ça permet à un public un public profane, peu connaisseur du monument ou du sujet, de s'intéresser, de venir voir. Et c'est ça, j'ai envie de découvrir. Et donc il rentre dans Notre-Dame, ou alors il creuse l'histoire. Moi, j'ai juste envie d'ouvrir une fenêtre. Connaissez-vous ? Ah, vous voyez, vous ne connaissez pas. Cherchez, entrez, découvrez, creusez. Moi, c'est juste ça. Rallumer une lumière éteinte, souvent. Et j'ai la faiblesse de croire maintenant, pour avoir croisé beaucoup de personnes qui ont vu certains de mes vieux spectacles, que oui, ça marche. C'est vraiment moi, je suis vraiment un passeur d'histoire. C'est vraiment
je permets de mettre par la lumière, ou quand c'est la technologie, amener à la surface des choses un peu cachées, ou que un bâtiment de jour ne transmet pas comme ça, de prime abord, mais voilà, pour créer une envie, une attente, une soif chez le spectateur. Et pour ceux qui veulent aller voir votre spectacle de la Nuit aux Invalides, quelles sont les dates auxquelles ils pourront aller voir le monument illuminé? Alors, donc à partir du 12, là, tous les soirs, les mercredis, jeudis, vendredis, samedi soir, jusqu'à la fin août. Alors, il y a la possibilité d'acheter des billets sur place, ou alors sur une plateforme internet, en tapant la Nuit aux Invalides. Mais donc, il y a une cinquantaine de soirées, donc il y a le temps encore, mais il faut pas tarder. Parce que cette version-là, c'est cette un peu nouvelle version et à la fois ancienne, c'est peut-être la dernière fois qu'elle voit le jour encore. Et je pense qu'il vaut le coup d'œil, surtout avec ce qu'on disait en propos liminaire, avec ce coup de jeune, là, elle mérite d'être vue, oui, je pense. Mais donc là, il y a encore un mois et demi pour la voir, cette version.